Bonjour à tous. Je suis actuellement en déplacement en Pologne, ce qui explique le changement de décor, mais j'avais très envie de vous proposer une petite vidéo sur une notion qui est aujourd'hui extrêmement mal utilisée, à contre-emploi en quelque sorte. Voilà, vous proposer une petite clarification sur la notion d'état de droit. Bien, qu'est-ce que c'est que l'état de droit et qu'est-ce qu'on peut penser de cette notion qui est d'abord juridique, du point de vue de l'anthropologie politique. Voilà, comment est-ce qu'on peut éclairer avec donc quelques réflexes d'anthropologue du politique, la notion d'état de droit. Bon. Alors, la principale mise en garde, elle se situe par rapport à l'utilisation euh, de l'état de droit pour critiquer, pour condamner, pour demander l'arrêt de manifestations. Donc pour critiquer des manifestations, pour condamner des manifestations violentes, etc. Donc quand on dit voilà, ça n'est pas possible d'occuper une usine, ça n'est pas possible de manifester de manière violente, etc., on est dans un état de droit. En définitive, l'autorité doit revenir à l'État et à la force de l'ordre, en quelque sorte rester dans les clous et limiter l'expression de vos mécontentements à un certain cadre, puisque nous sommes dans un état de droit. Alors, il faut savoir que lorsqu'au XVIIIe siècle, la notion d'état de droit a été développée dans deux contextes différents en Allemagne et en Angleterre, sous la formule de rule of law en Angleterre et de Reichsstaat Reichsstaat d'ailleurs, en Allemagne, il s'agissait très exactement de lutter contre l'arbitraire du pouvoir et par conséquent de limiter l'État policier. L'État de droit, c'est absolument pas l'État policier, c'est le contraire, c'est ce qui garantit le citoyen contre l'État policier. L'État de droit, c'est ce qui garantit l'égalité des droits à tous les citoyens par rapport à l'État policier. C'est ce qui empêche l'arbitraire de l'État et c'est en quelque sorte un contre-pouvoir placé au cœur même du pouvoir pour limiter ses abus, limiter l'arbitraire du pouvoir. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas bien défini ce que c'est que l'état de droit. Et j'ai envie d'aborder ce sujet en anthropologue en polarisant deux perceptions, toutes les deux fautives, parce qu'excessives et parce que trop polarisées, de la notion d'état de droit. Alors, d'un côté, on va avoir une vision de l'état de droit qui est strictement juridique et procédurale, où on a en quelque sorte sacralisé la stabilité de la procédure, et de l'autre, on va plutôt sacraliser l'instabilité, le travail du citoyen, on va sacraliser une forme de démocratie directe. Alors, d'un côté, on va faire erreur en considérant l'état de droit comme une suprématie absolue d'un certain corps de droit inamovible, imprescriptible, et qui vient limiter le pouvoir, par exemple, de l'exécutif. On va imaginer, par exemple, qu'il y a une constitution intangible, éternelle, et qui vient systématiquement limiter les pouvoirs de l'exécutif. Donc ça sera une vision qui va sacraliser le texte et la stabilité d'un côté. Et de l'autre, on va avoir une idée de l'état de droit qui serait l'expression de la capacité de tous les citoyens à exercer leur droit à avoir de nouveaux droits. Et donc, dans un tel contexte, l'état de droit, ça serait littéralement un état d'instabilité permanente. Un état dans lequel les citoyens peuvent sans arrêt renouveler le droit. Bien. Alors, pour expliquer tout ça, et grâce à un des abonnés qui m'a donné la référence, on va repartir du juriste Hans Kelsen. Euh, donc, qui, au début du XXe siècle, et à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, a développé la notion de hiérarchie des normes et a nourri le concept d'état de droit de cette idée de hiérarchie des normes. Donc qu'est-ce que c'est que l'idée que la hiérarchie des normes? C'est la limitation
du souverain, la limitation du pouvoir du souverain par une hiérarchisation des normes. On aurait donc en haut la Constitution. Ensuite, donc vous prenez une pyramide. En haut de la pyramide, un bloc de constitutionnalité. Ensuite, les normes internationales. Ensuite, les lois du pays. Ensuite, les ordonnances. Ensuite, les normes réglementaires, les décrets, etc. Ensuite, la jurisprudence. Et enfin, les actes administratifs. Alors, la hiérarchie des normes, ça suppose que tout doit être conforme au bloc constitutionnel. Par exemple, on adoptera un nouveau traité international si et seulement si il est conforme au bloc de constitutionnalité. Quitte à modifier le bloc de constitutionnalité pour adopter le droit international. Mais néanmoins, on a besoin que le droit international soit conforme à ce qui forme le sommet de la pyramide, la Constitution. Les lois doivent être conformes aux traités internationaux et au bloc constitutionnel. Les ordonnances doivent être conformes aux lois, aux normes internationales et au bloc de constitutionnalité. Les décrets doivent être conformes aux ordonnances, aux lois, aux normes internationales et au bloc de constitutionnalité. Donc on a cette idée d'un contrôle systématique de la légalité, de la constitutionnalité de tous les textes juridiques qui permet une limitation du souverain. Bien. Alors, ceci peut être interprété d'une manière ou d'une autre, selon que on laisse en quelque sorte la Constitution à portée du pouvoir démocratique. Par le vote, on peut changer la Constitution, ou si, au contraire, on sacralise la Constitution et on en réserve le travail qu'à une minorité de parlementaires, d'experts, de personnes qui seraient tout sauf le peuple. Donc, d'un côté, on a, en quelque sorte, l'organisation via la hiérarchisation des normes d'un contre-pouvoir, très ordolibéral d'ailleurs, parce qu'il suit réellement un ordo. On sacralise les textes, on sacralise les techniciens, on sacralise les gens compétents. On a un domaine du sacré auquel seuls certains ont accès, et ce domaine du sacré, c'est le texte de la Constitution. Et inversement, on peut comprendre l'état de droit comme, au contraire, une sacralisation du travail citoyen. La seule chose qui est stable, c'est que la Constitution est instable et peut être changée. On a vraiment ce fantasme spinoziste de la démocratie comme position impossible, comme position prodigieusement instable. Donc, d'un côté, sacralisation du texte, et ensuite on crée des turiféraires seuls habilités à changer le texte. De l'autre, on a un système très instable dans lequel la seule chose qui soit sacrée, c'est le travail du citoyen, et donc l'instabilité instituée de la Constitution. Bien. Alors, c'est des positions qui sont très paradoxales. Elles sont très paradoxales, bien qu'elles aient toutes les deux en commun de nier ce que j'appellerais le travail du juge. Je vous mettrai en copie un article du Monde Diplo très intéressant là-dessus, euh, qui dit exactement le contraire d'ailleurs, vous verrez, mais qui nie surtout ce qui se passe à travers le travail du juge et à travers la jurisprudence. Qu'est-ce que c'est que la jurisprudence? C'est la capacité de modifier en un sens le régime juridique d'un pays, la façon dont on punit tel ou tel comportement, délit, crime, etc., en portant plainte. Et en portant plainte, d'une nouvelle manière, en produisant une nouvelle démonstration juridique, on est capable de renouveler le droit. C'est en quelque sorte le lieu où le citoyen a l'accès le plus direct au renouvellement des droits et donc l'accès le plus direct à sa capacité à produire de nouveaux droits. Bien. Alors pourquoi je dis que ce sont des positions paradoxales? En fait, c'est assez simple. Euh, D'un certain côté, la position technocratique, celle qui sanctifie la Constitution, mais aussi et avant tout les traités internationaux, vous savez, c'est la position habituelle qui consiste à dire que d'abord les sujets politiques sont des problèmes techniques. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est une caractéristique de l'ordre colonial, mais ça caractérise aussi le comportement des politiciens français aujourd'hui
et notoirement lorsqu'il parle de problèmes afférents à une réglementation européenne. Donc c'est cette idée que seuls certains sont habilités à toucher aux règles. Seuls certains sont habilités à toucher aux règles, on n'y touche pas, les règles sont sacrées. Mais néanmoins, ce rapport de sacralisation du texte et ce rapport qui fige en quelque sorte le texte, je dis qu'il est paradoxal. Pourquoi? Ben parce que on change la Constitution, on la change sans arrêt, on change les traités par ailleurs, on change sans arrêt via des exercices technocratiques en changeant les traités européens, je ne sais pas, mais en passant de Maastricht à Amsterdam, à Nice, à Lisbonne, enfin, on n'arrête pas de les changer, en incluant, en intégrant dans le droit européen ce qui avait été refusé par le peuple, c'est-à-dire la Constitution européenne en 2005. Encore aujourd'hui, M. Macron propose, malgré les réticences de son Premier ministre, un changement de la Constitution française pour limiter le nombre de parlementaires. Et donc il déclenche une procédure dont on voit bien qu'elle n'est que très très partiellement démocratique et que même si les élus sont consultés, ils ne le sont pas en rapport avec leurs électeurs. Néanmoins, le fait de réduire le nombre de parlementaires, Macron l'avait tout à fait l'avait tout à fait annoncé, pardonnez-moi, dans son programme, et par conséquent, il dispose d'une légitimité démocratique sur ce point-là pour avancer. Mais donc, on a une position qui va dire l'état de droit, c'est ce qui est sacré, c'est ce qui précède, c'est l'ensemble des règles qui précèdent toute action politique et qui limite et qui est intangible, qu'on ne peut pas toucher. Seuls quelques technocrates hyper compétents peuvent y toucher un petit peu parce qu'ils en comprennent l'esprit et la lettre. Et puis de l'autre côté, vous avez une position qui consisterait à dire au contraire, ben non, la Constitution, on peut la changer sans cesse, parce qu'elle est le peuple, elle dépend du peuple. Euh, mais là aussi, elle est paradoxale. Et pourquoi est-ce qu'elle est paradoxale? Parce que je crois qu'en réalité, cette position dans laquelle le peuple sanctifie son droit à être à l'origine du droit, aboutit en réalité à des situations de stabilité absolue. Beaucoup plus stable que lorsque, par exemple, on donne le droit d'accès à certains au sacré, c'est-à-dire à la Constitution, au sommet de la pyramide. Euh, en y réfléchissant bien, je me suis dit que, d'un côté, on a une organisation de la relation au droit qui suit vraiment une organisation religieuse, en ce sens que on élit un clergé qui lui seul a la capacité d'atteindre à la Constitution. On n'a plus accès au corps du roi, on n'a plus accès au corps du souverain. On n'a pas la compétence, on n'a pas l'habilité. En d'autres termes, la Constitution est beaucoup plus proche des parlementaires que du peuple. Alors que dans l'autre vision des choses, on se retrouve presque dans un système monarchique dans lequel le roi, c'est le peuple, c'est la totalité du peuple, et en même temps c'est l'État. Et où la figure du roi, le corps du roi, ce qu'il incarne, euh, c'est le fait qu'il y a un lien direct entre le souverain et le peuple. Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est l'appareil intermédiaire. Euh, alors, ce qui est tout autant intéressant, c'est que d'un côté comme de l'autre, on va avoir le réflexe de sanctifier totalement le contre-pouvoir à l'intérieur du pouvoir, c'est-à-dire la constitution, la limitation du souverain. D'un côté comme de l'autre, que ce soit en faisant principalement un contre-pouvoir procédural ou en faisant un contre-pouvoir populaire, en réalité ce qu'on en fait, c'est qu'on transforme l'État démocratique moderne, par exemple, en réalité en État traditionnel, c'est-à-dire en État dans lequel, dans le fond, le roi, c'est pas le roi. Le roi, il doit respecter la tradition. Le roi, c'est quelqu'un qu'on met là, et puis bon, ben voilà, il doit respecter la tradition. Il est complètement possédé par la tradition. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il mange, où il dort, comment il se marie, tout est défini par la tradition. Et en ce sens, il me semble que, en partie, en intégrant l'état de droit, les sociétés dites modernes, par opposition aux sociétés dites traditionnelles, ont en fait rejoint la société traditionnelle. C'est-à-dire qu'elles ont abandonné cette
au moins fiction révolutionnaire, dans lequel elle s'imaginait pouvoir sans cesse être à l'origine d'elle-même et se renouveler autant qu'il était en elle-même. Euh, à travers cette fiction de l'état de droit, on crée de l'intangible dans la démocratie. Alors, je dis démocratie exprès, mais c'est un peu à tort. Pourquoi? Parce que vous lirez partout que une démocratie doit être un état de droit, mais un état de droit n'est pas nécessairement démocratique. Et ça, c'est parfaitement évident. C'est parfaitement évident. Pourquoi? Parce que si un texte de loi, par exemple constitutionnel, doit simplement limiter l'exercice du pouvoir d'un souverain pour qu'on puisse parler d'état de droit, alors n'importe quelle théocratie constitutionnelle, n'importe quelle tyrannie constitutionnelle est absolument un état de droit puisqu'il y a un contre-pouvoir juridique à l'intérieur du système. En réalité, c'est là que la notion d'état de droit en tant que contre-pouvoir et en tant que limitation de l'arbitraire du souverain et en tant que limitation de l'arbitraire policier touche sa limite. En réalité, et c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement en parallèle, auparavant, pardonnez-moi, dès lors que le peuple ne peut plus du tout changer la Constitution, dès lors qu'il n'a plus cet accès direct au contre-pouvoir, alors en réalité on a affaire à une société traditionnelle. Aussi simplement que ça. On a affaire à une société dans laquelle il existe une tradition sacrée et dans laquelle seul un tout petit corps d'élite a accès à la tradition sacrée. Un instant. Voilà. Donc ce que je vous propose de retenir de ce petit exercice, d'abord c'est que l'état de droit c'est précisément le contraire de l'état policier. C'est l'état de droit, c'est ce qui protège le citoyen contre l'État, c'est ce qui assure l'égalité de droit à tous, c'est ce qui assure un contre-pouvoir contre l'arbitraire du pouvoir contre l'État policier, et il le fait en incluant un, un corps de texte au sommet d'une hiérarchie des normes. Ce corps de texte, comme par exemple le bloc constitutionnel, limitant l'exercice du pouvoir de l'exécutif. Alors on pourrait introduire là-dedans, même s'il n'utilise pas du tout l'expression, le travail de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs entre ceux qui écrivent la règle, ceux qui se chargent de l'application de la règle, et ceux qui se chargent du respect de la règle. Donc le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Ça complexifierait les choses. Qu'on se contente de se rappeler que il s'agit de cela. La Ve République, par exemple, à partir de 1958, fait de la France un État de droit, plus ou moins démocratique. Donc voilà, premier point, tout sauf un État policier. Deuxième point, on limite le pouvoir, on limite l'arbitraire par une hiérarchie des normes au sommet de laquelle on place une constitution. Troisième point, on peut avoir deux interprétations de cette structure de contre-pouvoir selon que on assimile ce contre-pouvoir à un contre-pouvoir procédural ou à un contre-pouvoir populaire. Et donc, en fonction de ça, selon la manière dont on limite l'accès au sommet de la pyramide, à un petit corps d'élite ou au peuple, sacralisant le texte et les turiféraires, sacralisant le droit du peuple à modifier la Constitution. En réalité, on s'aperçoit que ces positions entre grande stabilité avec des prêtres et instabilité par le peuple, finalement, s'équivalent relativement en sachant que les technocrates modifient la Constitution et simultanément, les peuples ont plutôt tendance à la figer, à en faire un objet commun, un symbole commun, une incarnation d'eux-mêmes. Le fait est que, en réalité, dès lors qu'il n'y a pas de rétro-pouvoir, on pourrait appeler ça, du peuple sur le bloc de constitutionnalité, dès lors on ne peut plus réellement parler d'état de droit, mais simplement en réalité de société traditionnelle, c'est-à-dire d'une société dans laquelle on a placé un corps de doctrine, un corps de tradition au-dessus de toute action sociale, en élisant ou en désignant un certain nombre de turiféraires ultra compétents, qui seuls sont amenés à parler aux dieux, à comprendre les dieux, à modifier la tradition, etc., etc. Donc la seule vraie modernité de l'état de droit, c'est son caractère partiellement démocratique en ce sens que, au moins pour une part,
tous les citoyens, tous les membres de l'état de droit, tous ceux qui ont des droits, ont à égalité une capacité de modifier consciemment le haut de la pyramide. Voilà. Bon, eh ben c'était ma petite parenthèse Wuchienne, parce que je suis à Łódź en Pologne. Je reviens en France samedi. Ben, je vous dis à la semaine prochaine, qui risque d'être sacrément agitée. Ben, d'ici là, amusez-vous bien, prenez du plaisir, et à bientôt. Ciao.